Bon, j'espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je serai au lycée demain après-midi, donc j'enverrai peut-être quelques-uns d'entre vous, on verra. Quoi qu'il en soit, ce qu'on fera, c'est que on continuera les cours en ligne. Alors vu là, on va finir le programme. Aujourd'hui, on fait juste quelques exos sur le dernier chapitre, histoire de répondre à vos questions et puis de s'entraîner un petit peu. Après, ce qu'on fera on va peut-être pas faire ça jusqu'au 3 juillet, on verra, mais on va essayer d'avancer un petit peu, de faire quelques révisions, en particulier pour ceux qui veulent faire de l'aspect physique, chimie l'année prochaine. Donc il faudra que, je sais pas comment on va se débrouiller, il faut que je regarde. Est-ce qu'on fait deux groupes, deux séances ou je sais pas, on va voir en fonction de ce que vous préférez et puis on va adapter en fonction aussi des cours parce que on sait pas trop comment ça va reprendre exactement. Pour le moment, bon c'est par groupe de classe, mais pas sûr que ça reste comme ça tout le temps. Donc on va voir, je sais pas. On sait pas encore comment ça va se goupiller. Donc on attend un peu les nouvelles et puis voir comment ça se passe au départ. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sinon sur le chapitre Alors sur le contrôle, j'ai oublié de vous dire, le contrôle, je l'ai mis en facultatif. Donc ceux qui l'ont fait et qui ont une bonne note, bah, ça compte. Ceux qui l'ont fait et qui ont une mauvaise note, ben ça comptera pas dans la moyenne, mais ça sera affiché quand même. Et ceux qui l'ont pas fait, bah, ça fera rien du tout. Donc je voulais pas léser. Je me rappelle plus de tout le monde, mais oui, globalement c'était mieux que d'habitude. Donc comme il y en a plein qui l'ont pas fait, juste à peu près un peu plus de 30% à pas l'avoir fait. Surtout en seconde 1 et en seconde 5. Je voulais pas léser ceux qui s'étaient embêtés à le faire, donc je voulais les remercier de l'avoir fait. Donc voilà. Euh, Comme ça, ceux qui l'ont fait, ça leur fait remonter la moyenne. Voilà. Alors, on y va pour le cours. Donc on va faire quelques exos du chapitre 16. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je répète. Ou est-ce que c'est bon pour tout le monde? Non, c'est bon? Bon, on essaie de faire deux, trois petits exos. On va commencer par le 17. Alors attendez, on va faire son courrier comme ça. Bureau, ta capture. Moi, je vais capturer ce petit truc-là. Voilà. Oui, je me souviens rien. Ok. Alors, donc le 17, on fait un petit exo rapide. Donc, on vous demande la valeur inconnue de l'intensité. Donc, il y avait un exo comme ça dans le DS, hein. Donc ici, on a I1 qui arrive, I3 qui arrive et I2 qui repart. Donc ça veut dire que I1 plus I3, alors c'est la question A, c'est égal à I2. D'accord? Parce que tout ce qui arrive est égal à ce qui repart. C'est logique. Et donc du coup, bah, il n'y a pas besoin de faire de gros calculs, mais bon, si vous cherchez I3, c'est effectivement I2 moins I1. Et comme I2 valait 22 et I1 valait 12, on arrive avec du 10 milliampères. C'est pour la question A. Question B maintenant, même raisonnement, ça je complique un tout petit peu parce qu'il y en a 4. On en a deux qui arrivent et deux qui repartent. Donc c'est qui arrive, donc c'est I1 plus I2 est égal à ce qui repart. Plus I4, pardon, j'oublie I4, plus I4, parce que I4 ça arrive aussi, est égal à ce qui repart, à I3. Donc là pour le coup c'est juste une simple addition, hein. Donc ça fait 45 plus, donc ça fait 45 plus 15 plus 0,072. Ça vaut donc I3, ça vaut 60,072 milliampères. Pardon. Alors là oui, je tourne dans le piège, évidemment. Le gros piège, je dis bien que c'était bizarre. Ici, attention, on est en ampères. D'accord? Donc il faut le passer en milliampères. Donc ça fait 72 milliampères. Et donc il faut évidemment que ce soit les mêmes unités. D'accord? Je suis pas réveillé. Et donc 60 plus 72, on y va, ça fait 132 milliampères. D'accord? Donc toujours pareil, hein, c'est toujours qui arrive est égal à ce qui repart. Donc ça c'est ce qui arrive et ça c'est ce qui repart. Et donc c'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. Ça, pas de questions là-dessus? Vous me dites, hein, vous m'arrêtez, si vous voulez faire plus sur un exo que sur un autre. Là je prends les exos un peu à la volée, donc vous me dites ce que vous voulez faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, le 21, on est des fous.
Celui du contrôle. Avec les intensités ou un I4? Dire quoi, c'est un I4? Ah, attendez, bah, si on peut reprendre celui du contrôle si vous voulez. Je suis où? Là. On va reprendre celui du contrôle. Donc, par exemple, je vais sous Moodle. Tac. On va aller reprendre le contrôle. Alors, c'était quelle question? Chapitre 14-15. Ok. Donc, on prend celui du contrôle, n'importe lequel. On prend une tentative, allez, de Louis qui est pas là. Alors, on va prendre son exercice à lui. Et puis, comme ça. Alors, exercice à lui, c'est celui-là. Ok. Donc, on va reprendre. C'est possible qu'il y ait une erreur, hein. Je crois pas, mais bon. On va pas faire ça. Pardon. On va faire avec son corée. On va reprendre le parti là. Tac. Et on le met dans une nouvelle feuille. S'il veut bien, il veut bien. Allez, on y va. Donc on y va. Bah en fait c'est le même raisonnement. Ce qui arrive c'est égal à ce qui repart. Donc ce qui arrive c'est I1. Oh là, il marche pas bien. Et I1 plus I2 est égal à I3 plus I4. Ensuite on y va. Donc I1 c'est 5,8, I2 on remplace, donc I1 5,8 mA plus I2 c'est 9,5 mA est égal à I3 plus I4. Et I3 c'est 3,7 plus I4 qu'on ne connaît pas. Et nous on cherchait I4. Donc on y va, bah, ça fait 5,8 plus 9,5 moins 3,7 égal à I4. Donc ça fait quoi ça? Ça fait 14, ça fait 15,3 si je me trompe pas. C'est ça? 15,3 moins 3,7 est égal à I4. Et du coup, vous êtes 14,6, 14,6, 11,6 milliampères. C'est égal à I4. Donc la bonne réponse est celle-ci. Donc elle a eu faux. Tu vois? C'est ça que vous vouliez voir? Pourquoi vous n'avez pas réussi? Je vais pas trop regarder, je vais pas trop regarder exactement les détails, les résultats on peut aller voir, remarque. On peut aller voir qui s'est planté sur la question là. Donc c'était quelle question ça? C'était la question. C'est quoi la 8? Non, c'était quoi ça? Allez, je me rappelle plus. 9? Ok. La question 9, ouais, c'est vrai que c'est pas très bien réussi, globalement. C'est quoi les moyennes sur. Faut que je regarde si j'ai les moyennes sur tout le monde. Ouais, c'est toutes vos notes ça. Ouais, 0,69 en moyenne. Donc dire qu'il y a eu moins de réussite que de. Normalement, vous auriez dû avoir un en moyenne. Je sais pas pourquoi vous vous plantiez beaucoup. Non, là, on est d'accord qu'il n'y a pas de souci, hein. Là, c'est le même type d'exercice. Je pense que peut-être que vous vous plantiez sur le signe. Sur le signe. Alors, vous pouvez très bien avoir une valeur négative, hein. Ça peut marcher aussi, une valeur négative. D'accord? Si vous trouvez une valeur négative, c'est-à-dire qu'en fait, la flèche est dans l'autre sens. Mais du coup, vous avez l'intensité négative parce que vous mesurez l'intensité dans l'autre sens. Je ne crois pas qu'il y en avait dans les calculs qui donnaient ça. Je m'étais arrangé justement pour que ça le fasse pas. Ça va, des questions? Vous voulez qu'on en refasse un autre ou je prends une autre copie? Ou pas? Non, c'est bizarre ça. Sur Pronote, ah, sur Pronote, je sais pas. Sur Pronote, je sais pas. Je les ai rentrés, moi, c'est sûr. Après, sur Pronote, apparemment, ouais, c'est fermé. Alors, je sais que j'ai eu des élèves qui me disaient que ça comptait pas dans la moyenne, etc. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que j'ai accès à vos notes. Je peux poser des notes, je peux tout faire. Pas de problème. Donc, j'ai mis vos bulletins, j'ai fait vos notes, j'ai tout mis en ligne. Donc vous verrez votre bulletin, en gros, ça va se limiter à vos résultats sur le troisième trimestre. Donc je dis est-ce que vous avez bien reçu ou pas les contrôles en ligne. Et puis un petit avis rapide sur l'année globale, est-ce que c'est satisfaisant, etc. Sachant qu'on s'est pas vu du troisième trimestre, enfin même un peu plus, c'est pas forcément évident. Bah, j'imagine qu'elle les a bloqués, Madame Georgel. Non, sur les SP, l'avis sera donné en conseil. Il n'y a pas d'avis pour le moment. En conseil, on décidera si. De toute façon, on donnera un avis en conseil, mais ce sera dans le truc général.
Mais de toute façon, là, on peut en reparler hein, si on se revoit au lycée. Et puis de toute façon, on aura aussi des questions, on aura aussi des, comment dire, une petite réunion, on en discutera entre collègues par visioconférence, etc. pour vos conseils. On vous donnera notre avis. Si y en a qui ont des soucis sur les SP, hein, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions, des inquiétudes, des chapitres vraiment que vous voulez revoir, on les revoit, quoi. Il n'y a aucun souci. On continue, on fait un exo 2. Alors, on était où ça, on n'a pas besoin. Biblio manuel. Oh, on est à celui-là. Hop. Alors, on est reparti. Tac, moi je veux celui-là. Comme une nouvelle page. Voilà. Le 21. Donc là, c'est la loi des mailles. Alors, un ventilateur de poche fonctionne avec deux piles 1,5 V. Lorsqu'il est en marche, une diode électroluminescente est allumée. Recopie le schéma ci-dessous pour représenter la tension U2 au bord de la résistance R et la tension U3 au bord du moteur. Alors, nous, on veut la tension U2 et la tension U3 au bord du moteur. Donc, on y va. Donc, U2, ça va être ici, au bord de la résistance. D'accord? Et là, c'est U3. Alors, sachant que la tension aux bornes de la DEL vaut 1,2 volts, calculez la tension aux bornes U2 et U3. Et là, on sait que chacune des piles, elle vaut 1,5 volts. Ouais. Alors, euh, en fait, la loi des nœuds, elle nous dit tout simplement, alors, sans calculer, sans réfléchir, déjà, vous dites ici, donc, j'ai deux piles en série, donc j'ai 3 volts. Donc, c'est-à-dire qu'ici, c'est comme si j'étais un potentiel de 3 volts, et là, je suis un potentiel de 0 volts. Je vous rappelle, c'est un peu comme l'altitude, d'accord? Donc ici, en gros, vous êtes à 3 mètres d'altitude, et là, vous êtes encore à 0 mètres, puisque vous êtes sur la même ligne. Donc globalement, vous savez déjà que U1 plus U2, ça vaut 3 volts. Et vous en déduisez que U3, ça vaut aussi 3 volts. D'accord? Alors, on peut le faire avec la loi des mailles. La loi des mailles, elle nous dit quoi? Elle nous dit que la boucle là-dedans, ça vaut 0. D'accord? Sauf que si on prend la boucle, on peut prendre n'importe quelle boucle. Par exemple, si vous prenez la boucle là, 3 volts, U3, ça va être égal à 3 volts. Donc, U3, c'est égal à... Alors, il faut regarder le sens des flèches, et dans le sens inverse là. Donc, c'est 1 volt 5 plus 1 volt 5. D'accord? Alors, je vais le faire autrement, attendez. Parce que c'est pas très clair ce que j'ai fait. On va le faire autrement. Ah, ils veulent faire comment? On va le faire comme ils veulent eux. J'ai pas envie de vous perturber. Voilà. Donc, on vous demande juste de faire le truc. Ensuite, sachant que les tensions vont arriver, calculer les valeurs de tension U2 ou 3. Bon, on va pas le faire avec le loi des mailles très compliqué. On va juste dire que là, on a, bon, si vous voulez, on va dire ça. U1 plus U2 plus, alors, moins U3 est égal à 0. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ici, rappelez-vous, la loi des mailles, elle marche lorsqu'on est dans une boucle. D'accord? Dans une boucle, on tourne dans une boucle, mais il faut que toutes les flèches soient dans le même sens. Sauf que là, les flèches sont pas toutes dans le même sens. On voit que la flèche rouge, elle a U3 dans le sens inverse aux autres. Donc c'est pour ça que je mets U1 plus U2 moins U3 est égal à quelque chose. Et là, c'est égal à 0. D'accord? Parce que ça, c'est la loi des mailles. Et du coup, on en conclut que U1 plus U2 est égal à U3. Donc ça, c'était la logique que je vous ai dit tout à l'heure. Oui. Maintenant, deuxième chose, on peut faire la même chose dans la maille ici. Donc on voit que, si on l'appelle celle-ci U1, on va l'appeler UP1 pour pile 1 et UP2 pour pile 2, d'accord? Donc UP1, on peut faire la même chose, UP1 plus UP2, d'accord? Donc dans ce sens-là. Par contre, là, le U1 et U2 sont dans l'autre sens. Moins U1 moins U2 est égal à 0, si je prends la première boucle là. D'accord? En fait, la loi des nombres, on peut l'appliquer dans toutes les boucles. Et du coup, on va retrouver ici 3 volts. Et ce truc-là, si on passe de l'autre côté, est égal à U1 plus U2. Et on retrouve bien que U1 plus U2 égale 3 volts. Et vu que U1 vaut 1,2 volts, on en conclut que U2, ça vaut 1,8 volts. Pour résumer, celui-là est égal à 1,8 et celui-là est égal à 3 volts. Alors, là, je l'ai fait en mode, comment dire, loi des mailles de manière un peu plus complexe. Mais on peut aller beaucoup plus vite. Hein. Ce que je disais tout à l'heure en début de correction, vous dites tout simplement que ici, vous avez une tension qui vaut 3 volts
aux bornes des deux piles. Donc dans chacune des branches, vous allez avoir 3 volts. D'accord? Et si vous avez 3 volts, ici vous avez déjà 1 volt 2, bah là vous aurez forcément 1 volt 8 et 3 volts au niveau du moteur. Alors pourquoi on met toujours une résistance aux bornes d'une diode? Ça c'est une petite question pratique. Pourquoi est-ce qu'on met toujours pas une résistance en borne ou en série? Ici, pourquoi est-ce qu'on s'embête à mettre une résistance après la diode? Parce que la diode, en fait, elle s'allume quand le courant passe. Par contre, elle a quasiment aucune résistance interne. C'est-à-dire que si vous mettez pas la résistance là, vous mettez un fil, bah là, le courant, il va être énorme dans la diode, elle va brûler, elle va fumer. D'accord? Donc, une diode, elle est toujours protégée, ce qu'on appelle une résistance de protection. Il faut toujours qu'on mette une résistance, sinon elle va fumer. Quand je dis fumer, c'est vraiment fumer, hein. Elle va fondre, et puis faire un petit peu de fumée, quoi. Ouais? Pas de questions? No question? Non, oui, non, tout va bien, pas de questions. Il y en a qui seront là au lycée demain? Par curiosité? Je peux pas regarder, je me rappelle plus les listes. Ok, bon bah on se verra certainement alors, normalement. Du coup, on fera des révisions, je pense. On reprendra les chapitres qu'on a commencé pendant le confinement. Donc on a commencé à, je sais plus, 11 ou 12. On va tout ça en clé USB, sachant que j'ai pas d'où filer de colis, donc je sais pas, on projettera, je sais pas comment on va se débrouiller. Ça va être un peu folklore, mais bon, on verra. Euh, bon, on continue du coup, un petit exo là-dessus. Allez, on est des chauds là. Allez, on y va, c'est du combien ça? 32. Ah non, c'est un truc de TP ça? Non, c'est bon, on peut le faire. Alors, allez, c'est parti. Bureau, nouveau, top. Alors, étudier les caractéristiques d'une diode. Un groupe d'élèves réalise les mesures en salle de TP pour obtenir les caractéristiques courant-tension d'une diode blanche haute luminosité dans le sens passant. Donc là, c'est le type de diode qu'on utilise dans les lampes de poche, d'accord? Les élèves utilisent le montage suivant. Donc, les mesures réalisées par les élèves sont les suivantes. Donc, ils prennent un montage, d'accord? Donc, ils prennent un générateur. Alors, la flèche, elle veut dire qu'on peut faire varier. Donc, on peut faire varier sa tension. Donc, il y a un courant qui va circuler. On va mesurer ce courant grâce à un ampèremètre, d'accord? Ici, cette diode, elle, le courant va passer à travers la diode. On met une résistance RP pour protection. Comme je venais de vous dire, il faut toujours une résistance de protection. Et on va mesurer la tension aux bornes de la diode. Donc, recopier le schéma ci-contre puis préciser celui des positions des bornes comme du voltmètre et de l'ampèremètre permettant d'effectuer les mesures inscrites dans le tableau. Alors, si vous voulez avoir des mesures en positif, on voit que l'intensité est en positif, c'est-à-dire qu'on mesure le courant dans le bon sens. Donc, si c'est en positif, c'est-à-dire qu'ici, on va avoir le V, le A de l'ampèremètre, donc la borne A. Alors, du coup, là, ils sont en milliampères, donc on peut dire qu'ils sont sur le calibre MA, certainement, puisqu'ils ont des valeurs en milliampères. S'il y avait des valeurs en ampères, on aurait été sur le calibre A. D'accord? Vous vous rappelez, le calibre, c'est le bouton qu'on tourne pour régler ampèremètre ou milliampères. Et puis du coup, ici, on a la borne comme. D'accord? Pour le voltmètre, c'est le même problème. On va mesurer la tension. Et là, on voit qu'elle est en positif, donc elle est dans le bon sens. Donc on mesure la tension en descendant les potentiels. Donc ici, on va avoir V et ici, on va avoir com. Pour résumer, le côté V est du côté du plus et le côté MA est toujours du côté du plus. Et le côté com est toujours du côté du moins. D'accord? Donc là, le moins, il est là. Donc le com, il est bien. Le com, il est là. Il est bien du côté du moins. Par rapport à la diode. En fait, c'est bon. Représenter les caractéristiques courant-tension de la DEL. Alors, on va faire ça très rapidement. Donc, on va faire un graphique. Donc, les caractéristiques, c'est faire un graphique, hein, tout simplement. D'accord? Donc, on fait un graphique. Tac. Ici, on va mettre, ils veulent quoi? I en fonction du UAB. Donc, I, ici, en milliampères, en fonction de U. D'accord? Alors, ils l'ont appelé comment? UAB, tout simplement. Qu'est-ce que je fais, moi? UAB. Et donc, ça, c'est en volts. Alors, on y va. Donc, on commence. Donc, pour 0, on a 0. Alors, je vais le mettre en bleu. Pour 0, on a 0. Ensuite, pour 0 mA, on a 2,22 volts.
Alors, donc pour 0 mA, on est toujours à 0, on a 2,22 volts. Tac. Et ensuite, on va augmenter doucement. Alors, je vais le faire. Bon, attends, on va le faire avec un graphique. On va le faire avec un tableur, ce sera plus simple parce que là, sinon je vais le faire et puis je vais galérer. Tableur. Allez, faire là en tableur. Non, pas besoin. Alors, on va mettre U 2.22, 2.51, 2.60. Alors, vous avez un tableur sur votre calculatrice, hein. Vous pouvez le faire ça sur votre calculatrice si vous n'avez pas de tableur sous la main. C'est pas évident, mais ça se fait. Ça dépend des calculatrices, puis il faut maîtriser un peu la calculatrice. 0, 0, 0, 6, 0.54, 1.09, 2, 3.56, 5.63. D'accord. Et on va tracer ce graphique. Alors par contre, je suis en train de me dire qu'il va me le mettre peut-être pas dans le bon sens, on va voir. Si c'est bon. J'ai pas fait une erreur en tapant, non, c'est bon. Voilà donc ce qu'on obtient. Donc là on a I en milliampères là, verticalement, et on a U. D'accord. Donc là c'est la question B. Donc ce qu'on appelle les caractéristiques courant-tension, c'est-à-dire qu'on regarde quelle est la diode. Quelle est la tronche de l'intensité de la tension au bord de la diode et de l'intensité au bord qui traverse la diode en fonction de la tension. L'intensité maximale du courant électrique qui peut traverser ces diodes est 20 mA. Le générateur utilisé peut fournir une tension U réglable de 0 à 12 volts. Justifier la présence d'une résistance de valeur RP égale 470 ohms, appelée résistance de protection dans le montage ci-dessous. Alors déjà, bon, il vous demandait pas d'expliquer, mais en fait, ce graphique ici, je sais pas si je peux le mettre. Si je le copie et que je le colle là dans son courrier, est-ce que ça marche? Oh, ça marche. C'est beau ça. Ici, en fait, pardon. Donc ici, je vais mettre le graphique. Le reste, on s'en fout. Toc, 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 qui était là, on s'en fout. Alors pourquoi ça a cette tronche-là? Parce qu'en fait, concrètement, bon ça c'est une question de culture, peut-être ou pas, une diode en fait elle laisse pas passer, il y a ce qu'on appelle une tension de seuil, c'est-à-dire qu'il faut lui donner une certaine tension avant de pouvoir faire passer du courant. C'est-à-dire qu'avant ce moment-là, on voit que là, le courant ne passe pas. Tant qu'on n'a pas dépassé 2 volts, un peu plus de 2 volts 2, le courant ne traverse pas la diode. Donc la diode c'est comme un interrupteur ouvert, et dès que vous dépassez une certaine tension, ce qu'on appelle la tension de seuil, ça laisse passer le courant. Et elle laisse passer le courant que dans un sens. C'est-à-dire que si ici je continue la courbe, ça fera un truc comme ça. Que même si vous mettez moins 40 volts, le courant passera pas. Bon, évidemment, si vous mettez moins 40 volts, vous avez des chances de la griller. Mais voilà, il va passer que lorsque vous avez une certaine tension, ce qu'on appelle une tension de seuil. Alors, il existe différentes sortes de diodes hein, qui ont des tensions de seuil différentes. Il y en a qui ont des tensions de seuil très petites, d'autres très grandes. Il y a des diodes Zener. Les diodes Zener, par exemple, c'est des diodes qui laissent passer le courant dans un sens en positif et dans un autre sens en négatif, mais à partir d'une tension de seuil négative, une tension de seuil positive, etc. Je peux rentrer dans les détails de l'électronique, mais voilà. Il faut juste savoir qu'il existe une tension de seuil pour les diodes. Alors, on vous dit, il ne faut pas qu'on dépasse 20 mA, la question c'est. Et on vous dit qu'en maximum, on peut avoir 12 volts. Et qu'ici, la résistance de protection, elle vaut 470 ohms. Eh ben, c'est pas bien compliqué. Si on a 12 volts ici, on aura aussi 12 volts entre les deux points là et points là. C'est-à-dire entre RP et la diode. D'accord? Et donc concrètement, la tension, pour calculer l'intensité qui circule dans la boucle là, et bien en fait, simplement l'intensité dans la boucle, elle est égale à l'intensité qui traverse la diode, mais elle est aussi égale à l'intensité qui traverse la résistance. Et au niveau de la résistance, tac, 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 je peux calculer la tension aux bandes de ma... Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc on va prendre par exemple, alors ils veulent quoi? On peut calculer du coup la résistance de notre diode. Alors, on peut calculer, bah, par exemple, on va se mettre, je sais pas moi, on va prendre par exemple celui-là, à 2,75 volts pour UAB. D'accord? Donc UAB,
on peut prendre n'importe quelle valeur. U est égal à RI. R étant la résistance de la diode plus la résistance de la protection. D'accord? Fois l'intensité, I. U. Donc on en conclut quoi? On en conclut que U, on va prendre par exemple ce cas-là. D'accord? Donc 2,7, c'est U. C'est égal à ce truc-là qu'on ne connaît pas. Donc c'est résistance de la diode plus résistance de protection qui vaut 470. D'accord? Fois, et I, ça vaut 2 mA. Donc c'est ce qui traverse. Alors attention, c'est des milliampères, donc faire 2 10-3. Ça va? Alors je vais effacer ce truc-là, parce que ça ne me sert plus à grand chose. Ça, est-ce que je peux le déplacer tout ça? C'est beau ça. Voilà, je vais mettre là. Ah, voilà, donc on y va. Donc ici on continue, donc 2,7. En fait le problème c'est qu'on ne connaît pas la résistance de ce truc-là. C'est ce qu'on va essayer de déterminer là. Divisé par 2 10-3 égale à résistance de la diode plus 470. On fait le calcul. 2,7 divisé par 2 10-3 et ça fait 1350. 1350 ohms, des ohms, hein, est égal à, puisque c'est U égale à résistance de la diode, plus 470. Et du coup, ici, on va faire 1350 moins 470, et on a la résistance de la diode, 880. Donc, résistance de la diode, c'est 880 ohms. D'accord? Non, je ne me suis pas trompé. Donc maintenant, on va regarder pour si on ne veut pas que la résistance elle dépasse 20 mA. Donc maintenant qu'on connaît la résistance globale de notre circuit, la résistance globale de notre circuit, pour rappel, c'est résistance de la diode plus résistance de protection. Donc c'est 880 plus, enfin c'est 1350 quoi. D'accord? Plus 470. Voilà. Donc c'est 1350 ohms. Donc c'est la résistance globale de notre circuit. Donc là je peux appliquer U égale R. En fait, bon voilà, toute la partie là, elle n'était pas forcément utile, parce que savoir que la résistance de la diode c'est 880, on s'en fout. Ce qu'on veut juste savoir, c'est que la résistance globale de notre circuit c'est 1350. Alors, on peut faire ce type de, on peut calculer ça partout, hein. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Je veux dire partout, c'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quel point, normalement on doit toujours trouver la même résistance. D'accord? Si on prend par exemple, imaginons qu'on prenne 2,80 sur 5 et 5,63, on doit trouver la même chose. D'accord? Donc 2,80 divisé par 5,63 au carré. 10, allez, je vais arriver. De 81 volts divisé par 5,63 10-3. Alors pourquoi ça donne pas pareil? Ah, la résistance elle varie en fonction du truc. Oh là là, alors non, attends. Qu'est-ce qu'ils disent? La résistance elle varie de la diode en fonction du temps. Donc on peut pas faire ce calcul simple là. Faut faire avec le graphique en fait, faut pas chercher plus compliqué. Chercher trop compliqué, chercher à faire des calculs, faut faire avec le graphique en fait. On prend notre graphique, d'accord? On cherche pas plus loin. Et en fait, on va regarder le graphique et on va regarder. En fait, la résistance de la diode, elle va varier en fonction de la température, du courant qui la traverse, qu'elle va chauffer. Donc, en fait, ici, il faut tracer une ligne, d'accord, qui suit cette courbe-là, à peu près. Et donc là, si on a 7, 8, 9, 10, etc., 11, 12, on voit qu'on va atteindre, bon, je pense qu'on ne sera pas à 20 mA. On n'arrivera pas. Donc, si on fait le graphique, on voit qu'on ne dépassera pas 20 mA. C'est-à-dire que même quand on est à 12, on va être à peu près en haut de mon graphique là, on sera encore autour de 3-4 mA. On ne sera jamais à 20 mA. D'accord? Donc, eux, ce qu'ils veulent juste que vous disiez dans cet exercice-là, il suffit d'apprendre une résistance de protection. Sans la résistance de protection, l'intensité serait vite trop importante. Donc, la résistance de protection sert à limiter le courant
en augmentant la résistance globale du circuit. Cherchez trop compliqué encore une fois. Il veut juste que voilà, que vous expliquiez ça. D'accord? Donc si vous poursuivez la courbe, vous ne serez jamais à 20 mA. 20 mA, c'est bien à droite de mon écran. Là, je vous rappelle qu'on est qu'à 3. D'accord? On est déjà à 6 volts. Donc même si vous faites ça x2, on sera en haut de l'écran là et on sera loin d'être 20 volts. Ils vont pas faire de calcul, pardon. Faire des calculs là-dessus, c'est compliqué. Hein, parce que la résistance de la diode, elle varie. Elle est de plus en plus faible. C'est pour ça que là, par exemple, si on était à 880 tout à l'heure, et là, plus elle chauffe, plus la résistance diminue. C'est pour ça que là, ça, c'est pas de manière linéaire comme ça. D'accord? C'est pas un truc comme ça, c'est un truc, voilà, vous voyez que ça fait un truc qui part comme ça. Bon, il est pas terrible cet exo là. Pas terrible. Bon, on en fait un autre de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? On en a encore un là. Allez, c'est parti. Donc les capteurs. Donc, on n'a pas trop parlé des capteurs encore. Donc, par exemple, un capteur, en fait, dès que vous bougez un bouton, il y a des capteurs. Très souvent, c'est une résistance qui varie, etc. Donc là, c'est ce qu'on va voir. On va faire le 43. 43. Voilà. Alors voilà, les faders d'une table de mixage sont des capteurs de déplacement qui permettent de contrôler les niveaux de plusieurs signaux audio. Donc, une table de mixage, en gros, vous pouvez choisir augmenter, par exemple, bon, les mecs qui, quand vous êtes dans un concert, donc c'est pas trop d'actualité, mais si vous avez déjà été dans un concert ou dans une salle de concert, quelqu'un dans une table de mixage qui va jouer sur le volume des guitares par rapport aux trompettes, par rapport aux basses, par rapport aux chanteurs, etc. Puis il peut jouer sur sur les graves, les aigus, etc. Donc c'est un métier, hein, ça s'apprend. Et donc ils ont des petits boutons ici à tourner, ils ont des boutons à monter, etc. Et on vous explique que la tension de sortie d'un capteur de déplacement est proportionnelle au déplacement de sa courbe d'étalonnage. Alors, déplacement et sa courbe d'étalonnage est caractérisée par les données suivantes. US égale 0 V pour un déplacement nul, US égale 1,5 V pour un déplacement de 3 cm. Ouais, alors l'exercice est aussi mal posé, puis ils vous disent pas si c'est une courbe d'étalonnage. Alors, bon, normalement une courbe d'étalonnage c'est pas forcément linéaire. Donc là ils sont un peu gentils, mais pas terriblement bien posé. Donc une courbe d'étalonnage, on vous dit, pardon, que vous avez ici 0 V, donc on va mettre le déplacement ici, d'accord? Et là on va mettre la tension. Donc pour 0 cm, donc là on va se mettre en centimètres, d'accord? Pour 0 cm et attention, ici en volts. Pour 0 cm, on a 0 volts. Par contre, pour 3 cm, pour on va dire 1, 2, 3, on a combien? 1,5 volts. Donc on va mettre 0,5, 1, 1,5. 0,5, 1, 1,5. Tac, tac. Et donc là, on va avoir ici 3 volts. Et donc, si on trace ça. Alors, pourquoi on peut supposer que c'est linéaire? Parce que si c'était pas linéaire, ça voudrait dire que le mec, au début, quand il va bouger, ça va peut-être monter très vite et après moins vite, ou inversement. Et on a tout intérêt à ce que ce soit linéaire, parce que le gars, il veut monter le volume très précisément. Si on ne faisait pas linéaire, ce serait pas pratique pour le truc là. Alors, autant il y a des capteurs, ça pose pas de problème, comme les capteurs de température, etc., puisque c'est un calcul qui est fait informatiquement. Là, c'est un bouton que vous allez bouger vers le haut, vers le bas. Si au début, quand il bouge, ça fait rien, puis d'un coup, ça part à toute vitesse, ça va pas l'arranger. Il a intérêt à ce que ce soit linéaire. Donc là, on peut supposer effectivement que c'est très linéaire. Donc là, on a fait la question A. Maintenant, vous demandez de déterminer la valeur de déplacement pour une tension de 2,6 volts. Bah, c'est pas bien compliqué, hein, vous avez compris le principe. On prend notre droite, on se met à 2,6 volts. Volt, oh, j'ai pas vu. On va trop décaler vers le bas. Je vais avoir du mal, du coup, ça reste que, oh là là, encore une fois, j'ai fait un graphique trop petit. Donc 2, 2, 5, 2, 6, on va être à peu près là. D'accord, donc je vais poursuivre ma droite là. Bon, c'est pas beau ce que je fais, hein. Faites pas la même chose à la maison. Tac, on va avoir ici. On va avoir un déplacement de l'ordre de, bon, on va le faire à main levée, hein, parce que c'est pas terrible. Attendez, je vais gérer tous mes contrôles là.
Pas le virer ce truc-là? Non? Si? Non? Annulé. Bon, bref, ça me gêne le truc. Bon, ça fait, tac, on voit, ça fait à peu près 4, un peu plus de 5 volts, quoi. À peu près 5 volts, environ 5 volts, 5,2 volts, je dirais, quelque chose comme ça. À peu près. 1,2 cm, pardon. Centimètre, pas volt. En gros, la longueur du truc, quoi, ça fait à peu près, ouais, 7-8 cm, quelque chose comme ça. Des questions là-dessus? C'est tout. Il y a des questions là-dessus ou pas? Ça vous va? C'est bon, vous avez compris le principe? Ok. Les autres? Vous voulez en refaire un ou on est bon? On s'arrête là ou on en refait encore un autre? Moi. On s'arrête là? Et là pour aujourd'hui? C'est bon? Ok. Bon, de toute façon, on n'est pas en retard, hein, je vous disais. Donc ceux que je revois demain, bah, on fera des résumés des révisions. Et puis les autres, on fera une séance. Donc je n'ai pas encore les détails des emplois du temps pour la semaine prochaine, etc. Donc je vous renvoie un message pour vous dire quand le prochain cours en ligne aura lieu. Et on verra ce qu'on fait. On fera quelques exos, on fera des petites révisions sur les chapitres qui vous intéressent, etc. Et puis en attendant, bah, reposez-vous bien. Et puis bah, ceux que je revois demain, bah demain. Et sinon les autres, bah, je vous dis, regardez vos mails. Je vous contacte dans les jours ou dans les heures qui viennent en fonction des infos que j'ai. Bonne journée à tout le monde du coup. Allez, à bientôt.